Madame Ouvrier, au nom de la Caisse d'avocats familiale du Nord, les engagements institutionnels sur cette question du plan vu contre la pauvreté. Eh bien, donc, nous sont déclinés à travers notre nouvelle convention d'objectifs et de gestion. Donc, un engagement jusqu'en 2022. Dans un premier temps, c'est d'abord poursuivre la création de places nouvelles sur des territoires où il reste encore des besoins à couvrir, mais avec une priorité aussi, notamment sur les quartiers politiques de la ville. C'est un axe fort de cette nouvelle convention. C'est pour la CAF du Nord, se dire bon, on poursuit le développement, mais c'est aussi attention à la manière dont se fait ce développement. Et donc on souhaite avoir plus une régulation de ce développement et d'y associer les partenaires. En s'appuyant sur quoi? Notamment l'importance de diagnostics qui doivent être mis en œuvre avant de créer une nouvelle structure. Est-ce que c'est la bonne structure, le bon produit au service des besoins des familles repérées sur un territoire? Et du coup, là, notre optique est de dire, pour que nous accompagnions, nous, au CAF du Nord, dorénavant, tous ces projets seront présentés au sein d'un comité, des réunions de partenaires si elles existent déjà sur un territoire, mais autour d'un diagnostic partagé et avec un avis qui soit aussi partagé sur la création de tel ou tel équipement. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième axe concerne l'ensemble des places, c'est un nouvel axe fort quand même, c'est l'adaptation des places et des modes d'accueil aux besoins des familles. Ça, c'est pas nouveau, mais notamment maintenant au niveau des familles qui sont le plus en difficulté. Alors, bien évidemment, quand on parle accessibilité, accueil des enfants familles les plus en situation de pauvreté, forcément, on pense accessibilité financière. On sait déjà, on continue quand même avec l'application de la PSU, en souhaitant que les structures qui se créent dorénavant soient financées dans le cadre de la PSU. Le constat, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de micro-crèches qui se créent avec des financements pages. Alors une manière, la volonté de notre direction, c'est de dire oui, mais ces structures ne sont pas forcément accessibles aux familles les plus modestes, même si il y a quand même une solvabilité qui est donnée grâce à la page, des majorations pour les familles monoparentales par exemple. Néanmoins, il y a une avance de frais, donc ça va aussi changer. Et du coup, la décision de nos administrateurs et de la direction, ça a été de dire on va dorénavant imposer un barème aux micro-crèches pages, barème donc CAF du Nord, mais qui se rapproche quand même de celui de la PSU, sachant que bien évidemment ça peut mettre en difficulté la solvabilisation de ces structures, mais ça se veut surtout incitatif pour que dorénavant les partenaires privés cherchent un tiers financeur quand même, et associent aussi les communes ou les intercommunalités dans la création de ces places. Donc, ça c'est une de nos nouveautés. Après, on va continuer aussi à poursuivre notre développement en termes de multi-accueil. On a parlé tout à l'heure de halte-garderie, c'est revenir un peu en arrière, quoique je précise quand même que sur le Nord, il existe des haltes-garderies qui continuent à tourner avec un fonctionnement tel qu'il a été décrit tout à l'heure. Ceci dit, multi-accueil plutôt dans le sens de mixité sociale. Et voilà, je propose, donc c'est de veiller à ce que j'ai finalement un panel de réponses pour plusieurs besoins. Donc, des parents qui travaillent ou des parents qui ne travaillent pas, qui sont dans un contexte d'insertion. On est plutôt sur le développement de multi-accueil. Et puis en parallèle, donc, le soutien, l'accompagnement aussi d'actions plutôt dans le domaine de la parentalité, d'essayer de lever les freins, parce que certains parents puissent confier leurs enfants. Donc le financement d'actions de soutien à la parentalité, des lieux d'accueil enfants-parents, des actions passerelles, et puis enfin, accompagner parfois des familles, si elles le souhaitent, avec un parcours, ça c'est nos travailleurs sociaux, d'un parcours qui est proposé aux familles de la grossesse alors que l'enfant grandit. Parcours pour l'informer de ses droits, des structures existantes, de l'accompagner si besoin. Voilà nos axes.
Avant de laisser la parole, donner la parole à Laurence, je me souviens, alors ça date, mais vous voyez, parce que peut-être que vous étiez à cette réunion, c'était la feu CDE-JE, d'accord. Il y a eu un bel exposé de M. Crozat, qui est là, et qui évoquait les besoins sur le territoire. Il y avait le département, il y avait toute une cartographie, c'était techniquement, je trouvais, bien fait. Et puis, il avait conclu en disant, encore, dans certains territoires, il manquait des structures, il avait conclu en disant, encore faut-il qu'il y ait des projets. Là, en gros, c'était un moment où l'État avait dégagé des fonds spécifiques de soutien à la création de structures, c'était pas rien. C'était pas rien. Et en même temps, il y avait des espaces sur lesquels il n'y avait pas d'initiative. Ça va être, moi, de l'extérieur, pas complètement de l'extérieur, mais de mon petit centre de formation, j'avais trouvé ça très surprenant. J'avais découvert ça. J'avais plutôt l'impression qu'il y avait plutôt pléthore de projets. Or, il y avait des espaces, des lieux dans le département, où malheureusement, c'était pas le cas. Est-ce que, je vois quand même, est-ce que on est encore dans cette réalité? Oui, on est encore dans une réalité. Alors, moi, je prends la parole puisque, bon, c'est le département qui autorise le président du conseil départemental qui, effectivement, valide les créations, extensions ou transformations. Et c'est vrai que cette préoccupation qui est commune depuis plusieurs années, c'est une grosse concentration sur la métropole et une désertification sur tout le sud du département. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et c'est vrai qu'en termes d'équité territoriale, parce que ça c'est aussi une volonté, qu'il y ait un rééquilibrage territorial sur l'ensemble en fait, des moyens, ça reste une préoccupation bien réelle. Juste pour compléter, pour dire que c'est effectivement une préoccupation partagée, des inégalités territoriales. C'est aussi l'objet, c'est un objectif de développer ces places sur ces territoires, je pense par exemple au sud du département, dans le cadre du SDSF, avec donc c'est voilà. Il faut qu'on ait effectivement des porteurs de projets en nombre suffisant. Je prends le micro parce que je réagis à ce que vous dites. Voilà, c'est l'idée, tout à fait. Donc je suis un peu l'intrus parce que je représente en fait les collègues avec les trois associations, mais donc chacun avait des prismes un peu différents de ce sujet aujourd'hui, mais en sachant qu'on est tous les trois engagés aussi dans ce plan de stratégie pauvreté sur les groupes de travail, qu'on était à la CDE-JE, qu'on est aussi sur les schémas départementales, voilà, les services aux familles, que c'est des instances très importantes partage ensemble, que nous trouvons très importantes et pertinentes, parce que ce sont des espaces de croisement des regards. Alors nous, avec notre approche de terrain, c'est-à-dire c'est la réalité de ce que vous nous faites remonter, qu'on essaie d'amener et de faire remonter dans ces instances et de partager ça, et aussi de questionner sur justement la mise en œuvre de ces politiques décidées à un échelon national puis départemental, sur comment ça va se traduire effectivement aussi sur des micro-territoires, c'est-à-dire davantage on a la métropole, oui, lilloise, voilà, importante, et c'est vrai qu'on est souvent happé par la métropole lilloise parce que les acteurs de la petite enfance sont très nombreux sur ces grosses métropoles, et des territoires où il y en a beaucoup moins. Je dirais, enfin, notre volonté, notre engagement, alors là je parle plus pour Colline dans ce sens-là, mais sur de l'accompagnement au développement, là, je dirais que nous sommes absolument partants pour essayer d'accompagner et la création, nous accompagner des porteurs de projets. La grande difficulté depuis quelques années, je dirais au-delà des porteurs de projets, c'est aussi d'avoir des collectivités locales qui s'engagent avec nous sur des cofinancements de ces structures sur les territoires. Parce que je dirais que les porteurs de projets, on peut en avoir tous les jours qui arrivent chez nous et qui veulent développer, mais généralement ils cherchent à développer une fois qu'ils ont le projet. Juste ce que je voulais dire, donc cette notion de représentation, ça pour nous c'est un engagement que l'on prend, que l'on tient, en sachant que ça aussi c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de groupes de travail qui se mettent en place, on a des dimensions régionales, on essaie aussi d'être présent un peu partout. Donc on se répartit, parfois en termes de représentation, nous sommes dans des instances différentes, ça c'est important. Et après on essaie aussi d'être à l'autre bout, on va dire, c'est-à-dire à vos côtés aussi, professionnels de la petite enfance, pour accompagner
les projets au quotidien. Entendre les difficultés que rencontrent les professionnels, mais aussi les gestionnaires associatifs, pour essayer ou coopératifs, pour essayer de mettre en place des projets de mixité sociale, ouverts à la diversité. Et je dirais que c'est peut-être une lutte quotidienne, une lutte au quotidien pour que ce type de projet, aujourd'hui, continue à avoir le jour. Pour l'instant, une deuxième question, d'ailleurs elle a été en filigrane ou voire même exprimée de manière quasi en direct à plusieurs reprises dans la journée, c'est que on sent bien des institutions, des professionnels prêts à relever le défi. On sent bien que ce défi implique de revoir un peu notre copie, de cultiver une expertise professionnelle, d'imaginer des projets nouveaux. Et tout ça est régi par des normes. Vous avez bien senti la pirouette, hein, la sortie de même Jean-Claude de ce matin. Non, mais nous, on a travaillé là-dessus. Autre chose, ailleurs, ça se passe ailleurs. Et attention, puisque évidemment, elle a amené ce propos par rapport à des critiques qui ont été exprimées par rapport à ce rapport. Elle a dit non, mais tout ça, c'est pas nous. Tout ça, c'est pas nous. Là, il y a bien, comme s'il y avait bien une belle frontière. Et donc, cette confrontation de l'engagement, de l'innovation, avec des références normatives, comment on peut faire cohabiter cela, puisqu'on s'aperçoit aussi, pour être un peu témoin de tout ça, que d'un territoire à l'autre, les marges de l'élastique peuvent être plus ou moins souples. Enfin, il y a quand même un vrai débat. Qui veut ouvrir le banc sur cette question? On peut reprendre le même... voilà. Effectivement, la question elle est pertinente, hein, mais la réponse n'est pas pour autant facile, justement. Je dirais que oui, les structures d'accueil du jeune enfant, il y a des normes, il y a effectivement des choses qui sont très réglementées, que l'on retrouve aussi d'ailleurs pour l'agrément des assistants maternels. Donc c'est important de garantir les conditions d'accueil de très jeunes enfants avec des conditions de sécurité, de normes en personnel suffisantes. Alors pour autant, c'est comment on pense aussi l'évolution et comment on met des ponts sur justement une capacité à avoir des prises en charge séquentielles, des prises en charge qui sont par contre, je vais mettre le mot entre guillemets, à temps plein, pour les enfants dont les parents travaillent, et comment on arrive à cette mixité sociale. À un moment donné, on a un peu de souplesse. Tout en respectant la sécurité, je pense que il faut se garder de trop s'enfermer dans les normes. Et, donc c'est un équilibre un peu compliqué, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse autrement. En même temps, lorsque je regardais tout à l'heure les petits films, je me posais la question de savoir s'il y avait beaucoup de structures où les professionnels ont la capacité de prendre du temps pour un enfant. En fait, moi ça me semble... je connais quand même un peu les structures petite enfance. Dans une vie antérieure, j'ai dirigé un CCS, il y avait beaucoup de structures petite enfance. Et c'est vrai qu'entre la volonté que l'on a de pouvoir justement aider un enfant, donc prendre le temps avec lui quand il y en a tout un groupe, c'est pas facile à gérer au quotidien. Et en même temps, c'est comme cela qu'on va aider cet enfant à grandir, à s'équilibrer. Et dans ce que je disais de la relation parent-enfant, notamment avec l'accueil d'éveil, je pense que ce qui fait frein aujourd'hui, c'est la disponibilité, c'est pas la volonté des professionnels, mais c'est la capacité à pouvoir le faire, semble-t-il. Sur justement cette question du rapport aux normes et donc la perspective aussi de leur évolution avec tout ce que nécessite la réalité en termes d'innovation de projet, la parole de la CAF, la parole au physique. La parole... la question, enfin la norme, donc pour que nous financions, il faut que les normes soient respectées, en tout cas dans le droit commun. Pour moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais la première norme sur laquelle nous, CAF, on puisse s'appuyer, un levier, c'est pour moi le projet d'établissement.
Et je me suis réjouie tout à l'heure d'entendre que finalement c'est ce qu'on fait, enfin ce que nous obligeons, nous, Cap du Nord, c'est une particularité, hein, on a quand même si on suit des objectifs nationaux, néanmoins quelquefois les applications peuvent être différentes, et c'est le cas en matière de projets éducatifs et sociaux, dès lors que nous renouvelons les conventions PSU. C'est vrai qu'on demande à cette occasion à ce que soit revisité le projet social de la structure. Et ça me semble pour nous un moment important, donc obligation de projet d'établissement, cela étant, tous les 4 ans, puisque la durée de la PSU, pour l'instant c'est encore 4 ans, à cette occasion, c'est de réinterroger justement le diagnostic, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas les problématiques du territoire et de réinterroger la réponse qui est proposée, enfin le projet, de l'activité de l'équipement. Voilà, donc pour nous c'est un moyen, en sachant que de retravailler ce projet social, c'est forcément l'objectif, c'est de mieux adapter aux besoins du territoire et notamment aux familles les plus en difficulté. Après, forcément, il y a la norme et du coup, on a bien vu aller au-devant de publics avec des besoins spécifiques, c'est du renfort de personnel, c'est des coûts supplémentaires, c'est des pertes aussi financières, hein, puisque les familles viennent moins souvent. Donc, par rapport à ça, il y a le bonus mixité sociale, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Ça vient quand même compenser pour des structures qui accueillent un nombre d'heures important de familles à bas revenus. Ça vient compenser quand même un manque à gagner pour elles, parce que c'est moins de fréquentation, parce que ça veut dire aussi un travail différent. Le levier aussi, c'est les fonds publics et territoires, donc qui sont renouvelés dans cette nouvelle COGE sur 6 axes, hein, pour la petite enfance. C'est quand même le moyen d'aller au-delà. Hein, c'est pas donc la PSU, c'est vrai, c'est un peu un financement à l'heure et voilà, un montant horaire. Là, c'est vraiment un financement au projet. Donc, si une structure a un projet différent, je pense que les fonds publics et territoires dans les 6 axes peuvent contribuer à financer et à développer des projets un peu dans la dentelle, j'allais dire. Voilà. Après, principalement pour la CAF, c'est aussi quand même un bonus qui sera accordé, puisque finalement, je me dis, la grosse évolution, c'est qu'on a les financements de droit commun et des bonus qui vont venir s'adosser en fonction du projet, soit compte tenu du public accueilli, soit compte tenu des caractéristiques du territoire. Ça, c'est voilà, c'est pour nous permettre de sortir un peu du cadre du droit commun.